les années 90. Yaakov Tzur, qui était aussi un des adeptes, un des élèves de Yitzhak Taben, qui est un des membres de son mouvement. Il raconte comment, quand il était membre d'un mouvement de jeunesse, qui s'appelait Amachanot HaOlim, et quand on parle de Machanot HaOlim, ça ne fait pas référence aux Olim comme on l'entend aujourd'hui ou toujours, mais Olim, c'est-à-dire qui sont déjà, qui résident déjà en Eretz Israël, qui sont nés en Eretz Israël, et qui Olim, alors qu'ici ils sont Olim, et Olim la Kafka. C'est-à-dire, Olim, ils vont développer de nouvelles colonies de peuplement, vos kibbutzim, moshavot, moshavim, etc. Et il raconte, il était lui-même originaire de Haïfa, que toutes les années, le 25 du mois de Tishrei, il montait sur le mont Carmel et un représentant des enfants, il disait la chose suivante. Yaldi, mon enfant, je t'ai fait monter sur la cime des montagnes. Vois, je vais le dire en hébreu, et haaretz azot, ve'et hashamayim ha'ele, lecha netatim. Cette terre et ces cieux, je te les ai donnés. Maintenant, il faut le savoir. La chemise des membres de ce mouvement, elle est de couleur rouge. L'idéologie socialiste, marxiste, la patrie, en tout cas la seconde, l'Union soviétique. Les termes, à quelques différences près, Lecha eten et haaretz hazot. C'est à toi que je donnerai cette terre. Maintenant, pourquoi est-ce que je le cite? Parce que ce mouvement de jeunesse, Machanot HaOlim, était à la source de la fondation d'une très grande partie des kibbutzim, du mouvement à kibbutz Ameuchad, mouvement des kibbutzim unis, qui était le mouvement des kibbutzim le plus grand, le plus influent, qui représentait plus du tiers de Mapai, de Mifleget Poalei Eretz Israël. Il avait, on peut dire, on peut plus que le dire, ça a été prouvé, le droit de veto au parti de Ben Gurion. Et c'est ainsi, c'est sous ce slogan, plus que slogan, qu'ils ont grandi dans les années 30, 40, 50, 60. Là, c'est la première chose par laquelle je voulais commencer. Et parce que quelque part, il continue le thème de Yitzhak Sadeh, mais d'un autre côté. On va aujourd'hui retrouver le Palmar, on va aujourd'hui retrouver l'Union soviétique, on va retrouver Mapai, on va retrouver la Eretz Israël, on va retrouver la Chassidout, on va retrouver le messianisme, mais on va retrouver tous ces thèmes qu'on a déjà rencontrés avec Yitzhak Sadeh, mais sous une forme qui est plus organisée, plus cohérente, plus pensée, moins comment dire, aventureuse. Une histoire où une personne qui vient dans les années 20 au kibbutz de Ein Harod et il regarde
Tout le monde travaille, tout le monde est à l'heure, avec la pelle, avec la charrue, avec... Et puis il y en a un qui est là, qui ne fait rien. Ah oui, on est... Cette personne qui... Tout le monde est occupé, lui, il ne fait rien. Non, pas qu'il ne fait rien, il pense. Yitzhak Taben. Il est au kibbutz pour penser. Il réfléchit à l'idéologie. C'est un maître à penser. Il y avait à l'époque quelque chose qui est en France, c'est assez connu, dans le monde communiste aussi très connu, mais c'est Da'at Atno'a, l'opinion du mouvement. L'auteur de l'opinion du mouvement, dans le Kibbutz Hameuchad, et on va le voir plus tard dans Achdut Abuda, c'était Yitzhak Taben. Vous pouvez le voir, il y a des enregistrements, c'est très drôle, il part avec un hébreu fantastique, mais avec un accent russe, très lourd. Et c'était lui qui pensait. C'est une personne qui nous force à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il est quelque part, il est très contradictoire. Il réunit des contraires et qui aujourd'hui, pour nous, ça fait partie de camps complètement opposés. Et pour lui, c'est une chose complètement naturelle que ce soit uni. Je présente d'abord ces quelques jalons et ensuite je fais une présentation plus, j'espère, plus cohérente. Par exemple, en 1948, fin de la guerre, 49, fin de la guerre d'indépendance, il vient à Ben Gurion et lui dit « Yacholta, comment tu as pu céder la Judée, céder Binyamin, céder la Sarine, céder Eretz Israël, céder le Liban, céder l'outre-Jourdain, référence à l'outre-mer. Comment est-ce que tu as pu Gaza, tu avais les forces d'occuper cela. Il le dit à Ben Gurion après les frontières de 49, après la fin de la guerre. Vous comprenez? En 1947, il est contre le vote de portage. Pourquoi? Parce que entre Eretz Israël et Médinat Israël, il préfère Eretz Israël. Si ça vous rappelle quelque chose de chassidique, c'est pas étonnant. Il est contre, il n'est pas contre, mais il dit que il n'est pas contre l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël, il peut attendre, surtout s'il est tellement étriqué. Ce qui prime, c'est la terre. En 1937, la commission de Pire, encore une fois, qui recommande le partage, il est contre. Sa position est conforme aussi à la position des gens de Jabotinsky, des gens de Begin, des gens du Héroud, des gens du Hetzel. Sur Eretz Israël, ils voient complètement, totale conformité, sont complètement, cohérents. Top. D'un autre côté, 1934, Ben Gurion et Jabotinsky, à Paris, arrivent à un accord historique. Conscients de la menace nazie, ils partagent entre eux toutes les forces productrices et politiques, tous les organismes politiques du Yishuv, entre les révisionnistes et les travaillistes. Parce qu'ils savent que seulement l'unité permettra de vaincre et de convaincre les Britanniques à ouvrir les portes, à laisser les portes grandes ouvertes d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la catastrophe, elle est là. Bon, ils arrivent à un accord fantastique. Pourquoi est-ce que cet accord ne s'est pas réalisé? Parce qu'il devait être voté, entériné dans les mouvements respectifs
de Jabotinsky et de Ben Gurion. Chez Jabotinsky, ça passe. Chez Ben Gurion, il le met au vote. De la Histadrout, Katzenelson est pour, Remez est pour, Golda Meir est pour. Tabenkin, pas de compromis avec les capitalistes. On ne cède pas sur les prérogatives de la Histadrout. Le syndicat, les voix des ouvriers, le prolétariat, c'est le Kodesh. Il est en minorité, alors. Et non. Il n'est pas en minorité. Le vote ne passe pas parce qu'il menace de faire scission. Il menace de prendre avec lui tout son mouvement de kibbutzim et tout son parti Achdut Avoda, qui est véritablement l'axe central du Mapai, qui vient d'être formé. Mapai, c'est 1930. Achdut Avoda, c'est 1919. C'est lui qui est au... Il y a beaucoup de controverses, de discordes entre Ben Gurion et Tabenkin. Une de ces discordes, c'est 1934. Alors vous voyez, d'un côté, c'est quelque chose qui nous est très proche, et d'un autre côté, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu faire ça, comprenez? On va essayer de mettre un peu d'ordre dans ces événements. Il naît à Bobruïsk en 1887. Bobruïsk. Aujourd'hui, c'est en Biélorussie. À Bobruïsk, il y a beaucoup de gens qui sont originaires de Bobruïsk. Abba Achimé, il est de Bobruïsk. Berl Katzenelson, d'ailleurs son cousin. Berl Katzenelson, il est de Bobruïsk. Il y a beaucoup de penseurs. C'est une ville de la Haskalah, mais la Haskalah a la zone de résidence dans l'Empire russe, c'est-à-dire une Haskalah qui n'amène pas les Juifs à l'assimilation, à la réforme, à l'abandon de leur peuple, mais à un retour, d'un côté un rejet de la religion, mais au profit du nationalisme juif, au profit de la renaissance de la langue, de l'amour de la terre, etc. etc. Très jeune, il adhère au mouvement Poalei Tzion. Poalei Tzion, d'un côté, il y a des Poalei Tzion dans toutes les villes, et ils ne se ressemblent pas à 100%, mais ils adhèrent aux idées du socialisme, du marxisme, etc. Mais cela dit, ils le font en restant fidèles au peuple juif et à Eretz Israël. On peut être très critique vis-à-vis d'eux, mais il faut savoir qu'ils sont une minorité parmi la jeunesse juive. La jeunesse juive, à l'époque, celle qui n'est pas dans les yeshivot, et même une partie de celle qui est dans les yeshivot, elle se fait emporter complètement par les mouvements tant juifs que non juifs, les mouvements prolétaires, les mouvements anarchiques, les mouvements socio-révolutionnaires, socio-démocratiques, communistes, bolcheviques, ensuite mencheviques, etc., qui se font prendre par ces mouvements. Par exemple, prenez le Bund, qui est fondé dans la même année qu'est fondé le premier congrès sioniste, en 1897. Eh bien, au début du XXe siècle, il commence à boycotter tout court le mouvement sioniste, qu'il dit être bourgeois, qu'il dit être antiprolétaire, anti-révolutionnaire, anti-progressif, réactionnaire, tout ce que vous voulez, etc. etc. C'est-à-dire que pour tenir tête à ces mouvements, même pour être Poalei Tzion, vous êtes Poalei Tzion, vous êtes traité de quelqu'un qui entrave le progrès, qui entrave le prolétariat, qui particulariste, mesquin, juif, anti-universel, etc., etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, rester dans ces mouvements ou adhérer à ces mouvements, ce n'est pas une chose qui va de soi. Voilà une chose que je veux dire.
C'est une chose que je dis qui est juste, qui vaut aussi pour Yitzhak Sadeh et pour toutes les personnes, Ben Gurion et autres, qui étaient lui aussi dans Poalei Tzion à l'époque, qui, par exemple, Ben Gurion, il était à Plonsk, il était le seul à être membre du Poalei Tzion. Tous les autres juifs de son âge, pratiquement, ils étaient tous membres du Bund, c'est-à-dire, et d'autres groupes socialistes, pas forcément juifs d'ailleurs, vous comprenez? Donc là, c'est une chose à prendre, à prendre en compte. Tov, il fait son aliyah à l'âge de 26 ans, c'est-à-dire vers la fin de la seconde aliyah. 1887 plus 26, ça fait 1913. Et en Eretz Israël, il devient l'un des premiers leaders, des leaders principaux du mouvement ouvrier qui est en train de se former. Katzenelson, Ben Gurion, Ben Tzvi et d'autres. Et bien lui, il fait partie de ce noyau. Ils se connaissent tous, plus ou moins. Et vers quoi est-ce qu'il œuvre? Il œuvre à former en Eretz Israël le prolétariat, les ouvriers. Parce qu'il voit dans les ouvriers la classe qui va faire aboutir la révolution sioniste. Pas seulement la révolution socialiste. Il se voit avant tout en tant que sioniste. Et en tant que sioniste, il voit la classe ouvrière comme la classe qui va amener à la, comme il dit, Agshama. Agshama, réalisation, concrétisation des idéaux. Ces idéaux sionistes ne vont pas être réalisés par le sionisme politique de Herzl, ils ne vont pas être réalisés par la collaboration avec les Britanniques, ils ne vont pas être réalisés par l'esprit à la Echad Ha'am, ils vont être réalisés par le labeur juif. Il est descendant d'une lignée chassidique de Admorim, véritablement de Admorim chassidique, et il parle, bien que dans ses interviews, il dit non, ni l'homme mystique, je ne suis pas mystique, je ne fais pas appel je suis très rationnel, hein, mais on voit, et ces commentateurs, et ces personnes qui en parlent, ils disent non, son adhésion à ses idéaux, son adhésion à la terre, à Eretz Israël, sa vision historique, elle était profondément juive. Et il dit, moi, par exemple, vis-à-vis du marxisme, je fais mon choix. J'adhère au socialisme scientifique. J'adhère au fait que au déterminisme qui rend le socialisme inévitable, qui rend le pouvoir des ouvriers inévitable, mais au même titre, j'adhère au déterminisme national. Que le Errach, la contrainte historique, va amener au retour du peuple juif sur sa terre. Pas du tout marxiste. Le marxisme, vous voyez dans le nationalisme un mouvement bourgeois, une fausse conscience qui n'a rien à voir avec les réalités des forces de travail, etc., productrices, rien du tout. C'était une fausse conscience. Ça faisait partie, comme la religion, partie de l'opium des peuples, destiné à dépérir. Et lui, il prend les outils du marxisme et les applique au nationalisme juif.
au sionisme. Il voit un déterminisme historique forcé dans le retour du peuple juif sur sa terre. Vous lisez Oroth du Rav Kook, vous trouvez des idées très proches. Vous ouvrez le traité de Sanhedrin. Est-ce que la Géoula dépend de la Tchouva? Ken lo? Des thèmes tout à fait proches. Non, Géoula, l'autre tzricha Tchouva. La Géoula n'a pas besoin de Tchouva. Mais quand il y aura la Géoula, ils seront forcés à faire Tchouva. Mais la Géoula n'est pas dépendante. La même chose ici. Il dit en termes dialectiques, peu importe, hégélien, marxiste, c'est pas intéressant. Mais l'idée, c'est que c'est inévitable. Maintenant, chacun a le choix de participer, plus, moins. Mais le processus en tant que tel, et il fait joindre ces deux idées, et il dit que elles sont contradictoires. Le sionisme d'un côté, le marxisme de l'autre, socialisme, bien, pas du tout contradictoire. Pourquoi? Parce que Eretz Israël va devenir un ensemble de travailleurs. Ça va être Am Oved. Vous connaissez l'édition du kibbutz, Am Oved, un peuple travailleur. Ça va être un état de kibbutzim. Un état d'ailleurs, peu importe, l'essentiel, kibbutzim. Une société de prolétaires juifs. Juifs. On pourrait dire, avant tout, c'est des prolétaires. Il va vouloir un syndicat avec les Arabes, etc. Non. Alors là, face aux Arabes, sa politique, elle est beaucoup plus proche de celle de Jabotinsky que de celle du Hashomer Hatzaïr. Non. Il va le dire dans un article très fort qui va être publié en 68. Il dit que là où il y a pouvoir arabe, le sang juif est versé. Là où le pouvoir n'est pas juif, il est soit arabe, soit turc, ottoman, anglais, eh bien, il y a shilton shfichut damim. C'est-à-dire, il dit une chose, les frontières du pouvoir arabe, ce sont les frontières du sang juif. Il faut y aller. C'est un travailliste qui le dit. C'est pas Jabotinsky, c'est pas calme. Les frontières du pouvoir de la souveraineté arabe sont les frontières du sang juif. Shfichut damim, je traduis shfichut damim. Il faut y aller. J'ai l'article. C'est-à-dire, à ce niveau, il est très loin d'idéaliser. Et quand certaines personnes de l'université qu'on a vues, déjà en 1947, disent, mais non, le partage en deux États va apaiser nos ennemis et va les encourager à nous accepter, à accepter notre présence, la présence juive ici. Il dit non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça va nous faire catiser les pogroms. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un troisième élément. Un élément très peu pacifiste. L'élément de la force. Il le dit dans les termes suivants. La force est la condition préalable à la justice. Sans la force, la morale, quelle qu'elle soit, n'a aucune valeur.
Seule la force peut garantir l'avenir juif en Eretz Israël. Cette idéologie, elle n'entre véritablement dans aucun cadre connu aujourd'hui, ni le cadre marxiste, socialiste, qui voit dans la force uniquement quelque chose, une conséquence des rapports de domination entre classes. Là, il voit non. Là, il y voit une vertu qui sert à défendre, pas dans un conflit de classe. Il ne voit pas la force ici comme celle qui va nous permettre à renverser les propriétaires, les bourgeois, les capitalistes et les expropriés. Non, 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 non. C'est ce qui va assurer notre sécurité et notre défense vis-à-vis des Arabes, qui sont nos ennemis, en tant que peuple, en tant qu'individus. Du moment qu'ils sont sous notre souveraineté, ils ont droit aux droits culturels, aux droits religieux, pas aux droits politiques. Aucun droit politique, aucun droit collectif. Bien sûr. Politique au niveau du vote, oui, mais pas de l'autodétermination et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que, en 1942, lorsque les Anglais ont battu Rome à El Alamein, et qu'ils disent aux gens du Palmar qui viennent d'être formés il y a un an, vous êtes libres, vous pouvez rentrer à la maison. Eh bien, vient Yitzhak Tabenkin et il dit, on les adopte. On les adopte. Qui? Tous. Mais ils sont des milliers dans Chanel. On les adopte dans nos kibbutzim. On était 42. Qui Tabenkin. Non, qui on adopte? Qui on adopte tout le Palmar. Tous les combattants du Palmar sont adoptés, intégrés dans les kibbutzim du kibbutz Hameuchad. Et ils arrivent là-bas à un accord où ils disent, je ne vais pas, ils travaillent 14 jours, ils s'entraînent 9 jours et ils se reposent le reste du temps. C'est-à-dire ils payent en partie pour leur séjour, ils payent aussi sous forme comment dire, prendre en charge la sécurité du kibbutz, et puis ils s'entraînent en tant que force du prochain État juif ou du Yishuv tout court. C'est lui qui sauve véritablement, qui sauvegarde et sauve, qui devient, on peut dire, le père adoptif et le père organisationnel qui organise tout le Palmar. Vous entendez le commandant du Palmar, Yigal Allon, vous entendez les autres, Israël Galil, c'est ce qui nous a sauvés. C'était une idée révolutionnaire. Révolutionnaire. Comment vous imaginez des kibbutzim qui ne sont pas, c'est pas réellement la Suisse. C'est pas, je ne sais pas, les banques genevois ou zurichois. Non, c'est pas ça. C'est qui doivent recevoir, nourrir, loger, armer des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Alors que même, ce sont à peine quelques milliers, vous comprenez? On est Israël, on est 400 000, 450 000, 500 000. 42. Moins de 500 000. C'est son idée. C'est son idée. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous comprenez pas? Le kibbutz, ce n'est pas seulement le travail de la terre. Sans la force, ça ne marche pas. Sans la défense, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas du Buber. Ce n'est pas du Marx aussi. Le Marx, il va venir. Et c'est pour ça que Ben Gurion, on l'a déjà vu, comment est-ce qu'il l'appelle le Palmar? Il l'appelle l'armée de Tabenkin, l'armée privée de Tabenkin. Atzava Pratish de Tabenkin. Parce qu'effectivement, il l'a adopté, sans parler du fait
que la majorité de ses commandants et de ses soldats, eh bien, ils viennent des kibbutzim, de Tnuat à Kibbutz Hameuchad. À ce niveau, pour résumer, le slogan du Kibbutz Hameuchad, c'est Nosim et Tamam. Ils portent leur peuple à bout de bras. Ils sont prêts à toutes les missions. C'est eux qui vont conquérir la terre. C'est eux qui vont conquérir le labeur. C'est eux qui vont organiser l'Aliyah. L'Aliyah, qu'elle soit légale ou qu'elle soit illégale. C'est eux qui vont organiser l'Aliyah bête, l'Aliyah illégale. C'est eux qui vont garantir la défense. C'est eux qui vont atteindre finalement la majorité du peuple juif sur sa terre. Comme il disait, Aham, Rubo Kekulo, le peuple, Rubo Kekulo, la majorité, si ce n'est tout le peuple, sur la terre, Ruba Kekula, sa majorité, si ce n'est toute la terre, Vekomunot, qui vit en commune. C'est le slogan, vous comprenez? Et si on compare Am Israël, le Eretz Israël, al Pitorat Israël, alors lui, c'est Am Israël, le Eretz Israël, al Pi socialisme. Il y a 2 éléments sur 3. Si on peut dire, bon, on peut beaucoup discuter, est-ce que le 3e élément ne dissout pas et ne porte pas atteinte aux premiers 2, etc., etc. Okay. Mais véritablement, c'est Am Israël, Eretz Israël, Al-Pi, Torah Marx. Commenté par Yitzhak Tabet. Quand j'ai lu ce qu'il disait sur Eretz Israël, ça me rappelait quelque part la première phrase du Rav Kook sur Eretz Israël dans le livre de Horot. Tabenkin, il parle de Eretz Israël comme une unité organique. Pas comme un moyen pour quelque chose, non, une unité organique. Le Rav Kook le dit, on parle de Chativa Atzmutit, comme un corps vivant. Gouf Chai. Renoncer à Eretz Israël, c'est galoutique. C'est antisioniste, c'est antiproductif, c'est antisocialiste. Et puis c'est irrationnel, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que laisser Eretz Israël aux mains des Arabes, c'est laisser c'est permettre un potentiel de pogrom permanent, maintenir un potentiel de pogrom et de guerre et d'attaque permanent. C'est pour ça qu'il ne voyait absolument aucune contradiction entre sa vision socialiste et sa vision nationaliste juive. Ça, jusqu'ici, il y a... Et par rapport en anglais, qu'est-ce que c'était sa position Comme par rapport à tout pouvoir. Par rapport à tout pouvoir. Il était... le pouvoir, surtout quand il nous limitait dans nos conquêtes de terre et dans notre aliyah, c'était un pouvoir maléfique.
Et le pouvoir en tant que tel, là, il était plus proche des théories véritablement marxistes. Le pouvoir, une théorie marxiste, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est un outil de coercition de la classe dominante sur la classe dominante. L'État, etc., qui, pour finir, il doit dépérir. Le pouvoir politique doit dépérir. Et pendant la guerre, il était pour attendre la fin de la guerre avant de combattre les Anglais. Est-ce qu'il était plus près il était contre Ben Gurion parce qu'il disait il ne faut pas se mobiliser dans l'armée britannique. Se mobiliser dans l'armée britannique, c'est contre nos intérêts. Nous devons former une force autonome juive en Eretz Israël, qui est le Palmach. On l'a déjà vu avec comme le Lehi. Pas combattre le Britannique. Pas combattre le Britannique, mais ne pas être non plus sous leur direction. Une force juive indépendante. C'est-à-dire qu'il était le plus proche du Lehi à ce niveau-là que tous les autres. Que tous les autres. Il était contre la mobilisation, il était contre la mobilisation dans l'armée anglaise. Et il disait que notre sécurité va être avant tout garantie par l'indépendance des forces juives entraînées et formées ici, en Eretz Israël. En Eretz Israël, et maintenues et payées et soutenues pas par les Britanniques. À partir de 1942, le Palmach n'est plus payé par les Britanniques. Le salaire, le logement, la nourriture, les armements, c'est tout garanti par le Tnuat Kibbutz Avuchad. À ce niveau, il ne faisait pas des actions terroristes des actions contre le Britannique, mais il n'était pas très loin de coopérer aussi avec eux. Et c'est pour ça que lorsque Ben Gurion lui dit « Mais tu comprends, 37 commissions pile, c'est la première fois qu'un État, grand État, nous offre un État, et pas seulement une déclaration, etc. » Et du coup, je n'ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. S'il me donne une telle portion de la terre, je préfère renoncer à l'État sans renoncer à la terre. Et nous, en attendant, on va se développer. On va fonder d'autres kibbutzim, on va s'élargir, on va conquérir encore des espaces, etc., etc. Et pour finir, l'État, eh bien, il va s'accomplir, comment dire, de manière presque naturelle. On peut attendre. On peut attendre. Là, il y avait effectivement beaucoup de controverses, parce que pour Ben Gurion, à cette époque, l'essentiel, c'était l'État. Il l'a voté en 1942 à la décision de Biltmore, mais il y voyait un impératif déjà dans les années 30. Même dans les années 20, il parlait. Ben Gurion. Lorsqu'en 1920 arrive ici une déclaration des Poalei Tzion, avec Nachman Sirkin, avec tous les idéologues, ils arrivent ici. Ils sont rencontrés par les leaders locaux qui leur présentent leur position. Alors, il y a Tabenkin, et il y a Ben Gurion, et il y a Tabenkin Matarotse. Il dit, je veux la Hakshama par la Ityashvit. Je veux des kibbutzim. C'est ce que je veux. Le but de la délégation, c'est comment faire monter 1 million de Juifs. On est en 1920. Ben Gurion, qu'est-ce qu'il dit? Medina. J'ai avant tout besoin d'un État. C'est-à-dire, en ce sens, Ben Gurion il est beaucoup plus herzlien que Tabenkin. Tabenkin, il est beaucoup plus, je ne sais pas forcément gordonien, mais effectivement beaucoup plus chaloutzi, beaucoup plus pionnier, beaucoup plus socialiste que étatiste. L'État, pour lui, ce n'est même pas un bien, c'est un mal nécessaire. C'est comme ça qu'il le disait. L'État juif, à plus forte raison, un État qui n'est pas juif. Parce que l'État juif, en tout cas, il défend les intérêts juifs. L'État britannique, il défend les intérêts qui nous sont parfois hostiles. Vous comprenez?
ce million de personnes qui voulaient aller, ils pensaient les organiser. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de... Oui, absolument. Il pensait, effectivement, il voyait les citadins et la ville comme quelque chose de pas constructif. Pardon? Pour les religieux? La religion, c'est une autre question. Quel est son rapport à la religion? Son rapport à la Bible, son rapport au messianisme était très univoque, mais son rapport au mitzvot, il était pas du tout, aucun rapport. Aucun rapport. D'ailleurs, ça ne date pas de lui, ça date encore de son père, qui a failli devenir rabbin et qui, au dernier moment, il a tout laissé tomber. Mais quand vous l'entendez parler, il parle dans des termes très, très religieux, même si c'est une religion qui n'est pas celle de la Torah et Mitzvot. Pardon? C'est une religion, je sais même pas si on peut l'appeler laïque. Je vais essayer de citer quelque chose. Il voit dans le sionisme le processus qui va nous amener à Harit Hayamim, qui va amener la Géoula. Et ceux qui sont porteurs de cette délivrance, de cette Géoula, c'est la classe ouvrière. C'est les prolétaires juifs. C'est comme ça qu'ils le voient. C'est-à-dire, ils parlent complètement en termes messianiques, tout simplement, ils changent les rôles. Maintenant, un de ses amis, aussi du kibbutz, Shlomo Levi, je cite, il dit, un Dieu sans commandement, sans loi, un Dieu qui ne nous soumet pas à ses exigences, n'est pas le Dieu d'Israël. Et Katzenelson de continuer, nous ne parviendrons pas à créer en Eretz Israël une nouvelle réalité sans une nouvelle halakha. Le culte de l'individu ne nous suffira pas. Le mouvement travailliste est le continuateur du judaïsme antique. Comme ça qu'il dit, le continuateur, Yadout Atika. Nous avons nos mitzvot que nous devons réaliser. C'est comme ça qu'il le dit. Nous avons nos mitzvot que nous devons réaliser avec tout notre cœur, toute notre âme et tous nos biens. C'est comme ça qu'il parle. Mais l'idée déjà de cet amour du clan, oui, c'est complètement messianique. Absolument. Et ils sont effectivement les émissaires du clan. Absolument, c'est-à-dire que quand Berl Katzenelson se promène sur les rives du Kinneret, encore avant l'Aliyah de Tabenkin, en 1911, dans Proutsat Kinneret, et que là, elle a avec lui Shayagnon et Zalman Shazar, et qui s'appelle à l'époque encore Roubachov, le troisième président d'Israël, et qui lui parle de révolution, l'Union soviétique, on ne parle pas encore en Russie, à Saint-Pétersbourg, etc. Katzenelson lui dit, une charrue à Kinneret, menée par des veaux juifs, elle est plus importante, elle a plus d'impact que toutes les révolutions où qu'elles se passent. Bon, c'est-à-dire que cette révolution, ce n'est pas quelque chose de uniquement juif, local. C'est une révolution qui va être permanente et qui est à portée mondiale, complètement mondiale. C'est-à-dire ils parlent tous en ces termes, que ce soit Tabenkin, que ce soit Ben Gurion, que ce soit Katzenelson, que ce soit beaucoup Tomolavi, etc., que Ben Tzvi, que ce soit beaucoup d'autres. Ils parlent dans des termes messianiques.
totalement messianique. Donc là, j'ai un peu, à cause ou grâce à votre question, j'ai un peu passé sur le thème juif, passer au thème juif, mais effectivement, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire, il faut le savoir, pourquoi est-ce que le kibbutz a été appelé kibbutz? Là, vous savez, parce que chez les Vretzlavim et chez les Chassidouyot, les réunions des Chassidim de différents endroits, ça s'appelait les kibbutzim. Ça s'appelait kibbutz. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça kibbutz. Tout a été fait en référence au monde dont ils venaient. Contrairement aux autres mouvements des kibbutzim, le mouvement, je continue dans les parallèles, le mouvement de Tabenkin, il était contre l'élitisme intellectuel. Sa philosophie, elle était beaucoup plus terre à terre que celle de Meir Ya'ar, que celle du Shomer Hatzair, d'ailleurs qui changeait beaucoup. Pourquoi? Il disait, on doit être proche du peuple, comme les Chassidim, et pas comme les Litaïm. Et vous voyez, c'est-à-dire, pour lui, le Shomer Hatzair, c'était des Litaïm, des Litvak, des élitistes. Et lui, il était proche du peuple. Il parlait la langue du peuple. Pourquoi cet accomplissement à portée universelle devait se faire uniquement dans un milieu juif? Parce que les Juifs, c'est le peuple élu. Parce que les Juifs sont forcés par une contrainte, par une nécessité historique à jouer ce rôle. Parce qu'ils sont les porteurs de la vérité, de la justice au monde. Toujours ils l'ont été. Ça, c'est une chose qui est univoque, qui est simple, pachout. Ben Gurion le dit, nous sommes moins que les autres au niveau matériel. Il y a un endroit où nous sommes de un. Une superpuissance au niveau moral. Au niveau éthique, le peuple juif, ça, c'est une superpuissance. Nous avons tout à apprendre et tout appris au monde. Vous comprenez? Donc là, c'est quelque chose. Maintenant, nous pouvons adopter des messianismes qui ne sont pas les nôtres. Nous pouvons intégrer Marx. Nous pouvons intégrer Engels, nous pouvons intégrer, je ne sais pas, peu importe, Bernstein, Schmerstein, nous pouvons les intégrer plus ou moins. Mais c'est le peuple juif qui va réaliser ça. Les bouddhistes disaient ça aussi, les communistes disaient ça aussi. Oui, il le disait, mais eux, ils disaient, ça va être fait par les juifs et ça va être fait en Eretz Israël. Et ça va être fait en harmonie avec la révolution qui est portée par l'Union soviétique. C'est-à-dire, et ça c'est un volet qui ne doit pas être négligé, mais la seconde partie, c'est l'Union soviétique. Non mais attendez, l'Union soviétique, là ils sont en train de faire des purges antisémites l'une après l'autre, alors ça va, regardez leur position vis-à-vis d'Israël après 48, après le vote, ils nous ont laissé tomber, ils soutiennent les Arabes, etc., etc. C'est un malentendu à résorber. Ça va leur passer. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre que nous sommes de leur côté. Vous comprenez? Mais là, je corrige un peu ce que j'ai dit. Effectivement, nous sommes le peuple porteur de la délivrance, mais pas tout le peuple. Les travailleurs, la classe ouvrière. Et avec l'Union soviétique qui est le paradis des ouvriers où ils ont pris le pouvoir. Mais cela dit, ça, ce qu'ils le disent, c'est Tabenkin, c'est Yitzhak Sadeh, c'est Meir Ya'ari, c'est Yaakov Chazan, c'est les gens de Mapam. Les gens de Mapam. Katzenel, ce ne le dit pas. Ben Gurion ne parle pas en ces termes. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a un clivage dans les partis travaillistes par rapport au rapport à l'Union soviétique. Il y a un clivage qui va aboutir en 1944 à la scission de Ardut Avoda. Ardut Avoda quitte, de Tabenkin, quitte Mifleget Poalei Eretz Israël, quitte le Mapai
et forme avec le Shomer HaTzair, etc., le MAPAM, Mifleget HaPoalim HaMeouchedet, le parti des ouvriers, unis des ouvriers, enfin peu importe, etc. Et ils vont réintégrer le MAPAI seulement beaucoup plus tard dans les années 50. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a aussi beaucoup d'autres divergences, mais l'une des plus grandes divergences, c'est vis-à-vis de l'Union soviétique, vis-à-vis de l'Union soviétique et vis-à-vis de la mesure dans laquelle on prend au sérieux le marxisme. Le marxisme est le caractère premier de la classe ouvrière. Ben Gurion, ça lui a passé très très tôt. En 1920, il écrit déjà un article de la classe au peuple. Ceux qui priment, c'est le peuple, la classe. Et pour finir, il va laisser tomber la classe. Tabenkin, non. Tabenkin ne laisse pas tomber la classe. Pour lui, il n'y a aucune contradiction. Et c'est pour ça qu'il reste toujours très, très fidèle à la classe. Il n'est pas prêt à y renoncer, ni en 1934, pour conclure un accord avec Jabotinsky, ni en 1944, où il doit céder les pouvoirs au parti plutôt qu'au kibbutzim. Il dit non. Chez nous, le pouvoir, c'est au kibbutzim, ce n'est pas au parti. Ce n'est pas le socialisme centraliste, etc. etc. Mais maintenant, en 67, tout d'un coup, il devient l'un des leaders du mouvement pour Eretz Israël Hashlema. Il y a déjà 80 ans. Et avec Moshe Shamir, avec Oritz Greenberg, avec Chaim Gouri, avec beaucoup de personnes dont on a parlé. Il signe le manifeste pour Eretz Israël Hashlema. Et il dit, on doit maintenant peupler ces terres de kibbutzim, Judée, Samarie, Kadim. Bon, on est encore limité parce que la Jordanie n'est pas encore à nous. Tout le Liban n'est pas encore à nous. Mais ce qui est à nous, il y a des centaines de milliers de personnes à Kadim. On doit peupler ces terres. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais tu es là avec Israël Eldad, avec le Rav Kook, avec... Eretz Israël Hashlema. Il n'y a jamais renoncé. Jamais renoncé à Eretz Israël Hashlema. Ce courant n'existe pas du tout aujourd'hui. Personne. Kimat Velo. Bien que les kibbutzim qui ont été établis au Sinaï, au Golan, c'est des kibbutzim du kibbutz Ameuchat. Kibbutz Ameuchat, la Bikat Yarden, il y a un kibbutz là-bas qui s'appelle Yitam, au nom de Yitzhak Tabenkin. Pardon? C'est un Moshe, slicha, nachon. Près de Jéricho, près de... non. Et il y voit aussi la continuation de la Chadotzir. L'espace de prédilection pour l'esprit pionnier, après 67, c'est en Judée-Samarie. C'est ce qui fascine, c'est ce qui fascine Naomi Shemer, c'est ce qui fascine Rachel Yanaïd Ben Tzvi, c'est ce qui fascine tous les socialistes de la deuxième, troisième Aliyah dans Gush Emunim. Et dans les Juifs qui viennent vivre là-bas, c'est pas pour rien qu'à Kiryat Arba, il y a 2 rues qui portent le nom de Taben, qui ne l'égalent à l'homme. Les deux, des gens de Arduta Avoda, du Kibbutz Ameuchad. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pour Israël Galili aussi. Ils étaient pour l'établissement de Yishuvim, de Kibbutzim,
localité juive en Judée-Samarie. Et ils ont soutenu Kiryat Arba et pas seulement Kiryat Arba. Beaucoup d'autres, bon, il n'a pas vraiment eu le temps. Yitzhak Taben, qui il est mort en 71. Mais il parle Kdushat zikateinu le'eretz Israël Ashlema I echad mimekorot kocheinu. La sainteté de notre lien à Eretz Israël dans toute sa largesse est une des sources de notre force. חלילה לנו להפוך את המאבק על שלמות הארץ לעניינה של מפלגה הלוחמת בתנועת הפועלים ובהתיישבות העובדת. Dieu nous préserve de transformer la lutte pour la Eretz Israël dans son entièreté dans l'affaire d'un parti qui s'oppose au mouvement travailliste, au mouvement des ouvriers. Comprenez, c'est-à-dire qu'il ne veut pas laisser le thème de Eretz Israël Ashlema à un parti autre que le parti travailliste. Alors, effectivement, quand on a, dans l'interview, on a posé la question, l'intervieweur a posé la question à Yaakov Tzur, est-ce qu'il a eu des continuateurs? Alors, la réponse était non. Dans son parti. Dans son parti, la réponse était non. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une nouvelle génération, on en a parlé. Une génération qui voyait une nouvelle réalité, pour qui les frontières de 49, c'était les frontières dans lesquelles ils étaient nés, ou en tout cas étaient arrivés à l'âge adulte, alors que pour Tabenkin, les frontières de 49, il est là depuis 1913. Ces frontières de 49, ça n'a aucun sens. Elles sont complètement arbitraires. Vous comprenez, pour elles, ils sont là, aujourd'hui elles sont là, demain elles ne sont plus là. Ça ne change rien avec Israël. Ce n'est pas des frontières, c'était des lignes de cessez-le-feu. C'était des lignes de cessez-le-feu, qui n'avait aucune force de frontière, mais au niveau de la réalité, c'est quelque chose dans quoi la jeunesse a grandi, et c'est pour ça qu'ils n'acceptaient plus, et il n'était pas, bon, ça c'est Ber Katzenel, qui l'ont dit, on a voulu faire éduquer une génération de apikorsim, et on a éduqué une génération d'ignards. רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של עמי ארצות. Et effectivement, il dit que ça n'a pas... C'est-à-dire, on a manqué le coche au niveau de notre lien à notre passé, à notre tradition. On ne peut pas faire le bond du Tanakh au Palmar, au propre comme figure. On a essayé de le faire, ça n'a pas marché, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une jeunesse qui voit son début en Tachar, qui voit son origine au jour où ils vivent, qui sont dénués de racines. Toutes les personnes de la seconde Aliyah, ils ont tous grandi dans les yeshivot, ou dans les chéderim en tout cas. Ils savent ce que c'est. Vous les entendez parler, ils parlent en termes de mitzvot, de halachot, de kedusha, de shulchan aruch, de Eretz Israël. Ils parlent dans des termes, dans un langage d'un juif du Beit Midrash. C'est un langage que ne parlent plus leurs enfants. Parce qu'ils ne l'ont pas connu. Il ne leur a pas été transmis. Et Taben qui en était conscient, Katzenel en était conscient, Ben Gurion en était conscient, et c'est pour ça que chaque fois, vous voyez ces personnes, ils sont là à essayer d'organiser les jeunes, d'organiser la jeunesse,
de relever son esprit et de lui inculquer des idées, etc., etc. Mais vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes... Et ça ne marche plus. Ça ne marche plus, d'autant plus qu'après 48, c'est la crise du kibbutz qui commence. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'est le kibbutz qui véritablement tenait le peuple à bout de bras. À partir de 48, c'est l'État. Mais lui continuera à habiter au kibbutz Toujours, bien sûr. jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il meurt à une parole. Il meurt à une parole. Et vous comprenez? C'est pour ça que tout d'un coup, le kibbutz qui était responsable de l'Aliyah, de la Haganah, de la défense, de la Hitiyashvut, vous regardez, qui représentait plus de 50, près de 50% de tous les cadres dirigeants du pays, des ministres, hauts fonctionnaires, etc., c'était près de 50% étaient des gens qui ont grandi dans les kibbutz ou dans les moshavim. Et tout d'un coup, après 48, eh bien, l'État leur dit, Toda Rabba, vous avez fait ce qu'il faut, maintenant on prend en charge. L'Aliyah, Misrad HaKlita, l'éducation, Misrad HaChinouch, la défense, Misrad HaHagana, etc., etc. Et vous, les gens du Palmar, si vous faites des problèmes, eh bien, Israël Galili, la porte, c'est par ici, s'il te plaît. Et comme on l'a vu la dernière fois, tous vos généraux, vous pouvez quitter les rangs de l'armée. La direction, elle passe à Ben Gurion. Est-ce que Ben Gurion, il le ressentait comme un danger Absolument. personnel, comme avec Politique. Begin? Politique, absolument. Il représentait au niveau, oui, à tous les niveaux, au niveau politique. Il avait la puissance. Begin n'avait pas une telle force. Begin n'avait pas le Palmar. Begin n'avait pas des dizaines et des dizaines de kibbutzim éparpillés dans tout l'État avec des hommes, avec des armes, avec une idéologie aussi puissante. Begin avait une idéologie très très puissante. Mais le Hetzel, ce n'était pas le Palmar. Il faut le savoir, avec tout le crédit, avec tout le Hetzel, ce n'était pas le Palmar. Et le Hetzel avait une contribution assez différente, tout à fait pour soi, dans l'acquisition, dans la dépendance. Mais ce n'était pas le Palmar. Et là, effectivement, il le voyait comme une menace existentielle à l'État. Mais est-ce qu'il a été aussi violent avec Tabankin qu'il a été avec Begin? Non, il les a tout simplement fait démissionner. Il les a utilisés contre Begin et ensuite il les a licenciés, tous leurs généraux, sauf quelques-uns qui sont restés. Sinon, c'est eux qui sont licenciés. Ben Gurion leur a refusé de leur laisser leur place comme la place d'Israël Galil, qui était véritablement, de fait, il était le chef d'état-major. Parce que celui qui était chef d'état-major, Yaakov Dor, il était malade, alors de fait, c'était lui, ou c'était Galadol, ou c'était Galiadine, etc. C'était des personnes qui venaient tous de cette mouvance. Et puis là, on met 48 et il dit Tazaraba, Abaïta. Abaïta, et il y a une histoire qui raconte qu'effectivement, cette personne, Yaakov Tzur, qui a écrit ce livre sur Tabem, qui lui dit, mais il est venu à Israël Galil. Il a dit, mais dis-moi, mais tu avais la force de résister. Tu pouvais dire à Ben Gurion, David, c'est moi que tu licencies. C'est toi qui es licencié. Tous les généraux étaient derrière toi. 30% du Mapai. Les cadres étaient derrière toi. Les munitions, tu pouvais le faire. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Et là, elle raconte une histoire où Ben Gurion a sommé Israël Galili de venir. Et il disait, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que toi, Israël Galili, qui est maintenant à la tête du commandement général, tu penses de David Ben Gurion?
Et lui, il lui dit, eh bien, je te vois comme ça. Dans ma vision, tu as tout le peuple juif qui marche vers la mer. Et il y a une personne qui est là sur la plage à les arrêter. Cette personne, c'est toi. Je ne pouvais pas remplacer cette personne. C'est ce que dit Israël Galili à David Ben Gurion au moment où Ben Gurion le démet de ses fonctions. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsqu'on voit dans cette... On peut y voir un miracle, on peut y voir l'ashgacha, on peut y voir beaucoup de la modestie, on peut y voir beaucoup de choses. Mais sans cet aspect, l'indépendance juive, qui ont fait 70 ans, eh bien, elle manque. Et derrière les coulisses se passaient beaucoup d'événements très intéressants. Parce qu'effectivement, l'opposition entre Tabenkin et ensuite le Mapam et Ben Gurion, c'était une opposition féroce, très féroce, qui aurait pu découler dans un autre Altalena. Et après la création de l'État d'Israël, Oui. pendant 1967 jusqu'à sa mort, quelle attitude il avait vis-à-vis de Ben Gurion? Non. Après, Ben Gurion, c'est le premier ministre en 63. Taben, qui n'était pas, c'était un idéologue, il était à la première Knesset, il était à la troisième Knesset, il n'avait pas une présence permanente à la Knesset, au gouvernement. Le MAPAM s'était perçu d'abord comme un danger, véritablement comme un danger, comme une alternative. Ils disaient, ils sont dangereux, ces personnes. Ils voient en Union soviétique leur seconde patrie. Ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables, effectivement, ils ne sont pas fiables. Et ça a pris pas mal de temps jusqu'à ce que Ben Gurion ait pu commencer à faire confiance, et à juste titre, à ce parti du MAPAM. Le MAPAM, il faut le savoir, ce n'était pas toujours le parti de Taben. C'est plus que le parti de Taben il a précédé tous les autres partis, Ardut Avoda. Ardut Avoda, je rappelle, formé en 1919, c'est lui, il a d'abord rejoint le MAPA, et ensuite en 1944, il a rejoint il a fait scission du MAPA, il a ensuite rejoint le MAPA, et ensuite il a refait scission du MAPA. Et pour rejoindre MAPA, il y avait des scissions dans Ardut Avoda. C'était pas si simple. C'était pas si simple parce que Ardut Avoda, il était beaucoup plus sioniste que le MAPAM en tant que tel. Il y avait, même dans le MAPAM, il y avait beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas la matière peut-être tellement de ce cours. Et c'est peut-être moins intéressant, mais bien qu'il y avait des scissions à l'époque dans les kibbutzim, y compris à Ein-Kharod, dans les familles même, dans les noyaux familiaux même, sur fond idéologique, sur fond qui doit décider, est-ce que c'est l'Instadrout, ou est-ce que Noata Kibbutzim, Kibbutz Hanoucha, ou est-ce que c'est Mapa? Pour ça, tu divorces, mais ça va, oui, je divorce pour ça, parce que c'est une question idéologique, vous comprenez? Et d'autres questions, mais oui, il y voyait, Ben Gurion, il voyait un danger sans aucun doute. Pour finir, il n'est pas resté beaucoup du socialisme dans les années 60, 70. À l'époque, c'était une religion, même plus que la démocratie l'est aujourd'hui. Il faut savoir, il faut lire toute cette carte idéologique, sans oublier le jour où nous nous trouvons. Aujourd'hui, la place du socialisme est prise par une autre idéologie.
l'idéologie libérale, qui est une idéologie pratiquement hégémonique. Tout ce que vous dites, vous devez savoir le formuler de manière qu'elle soit recevable par une oreille libérale, droit des individus, démocratie, minorité, etc., etc. Vous comprenez? Et à l'époque, l'État, eh bien, il était là. Le messianisme, dans la même mesure qu'aujourd'hui, avec l'université hébraïque, ses pensées et ses porteurs à leur cours de justice, etc., etc., elle est présentée véritablement comme la religion civile d'Israël. À l'époque, la religion civile, c'était pas la Torah, c'était pas les mitzvot, c'était le socialisme, c'était le kibbutz, c'était l'égalité. Le point de référence, c'était l'international, c'était Moscou, avec tout son antisémitisme. Aujourd'hui, c'est l'Europe avec tout son antisémitisme, qui a adopté complètement l'antisionisme made in Russia, made in USSR, absolument, absolument. Quand on voit le développement, bon, ce n'est pas la matière, mais dans les fin des années 60, après la guerre des 6 jours, les années 70, toute cette idéologie de l'Europe occidentale aujourd'hui a été fabriquée entièrement, complètement, en Union soviétique, communiste. Vous comprenez? Alors maintenant, on se demande comment est-ce qu'ils pouvaient voir en Union soviétique la seconde partie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en Israël, une si grande partie de la population voit en l'Europe une seconde partie? Je ne parle pas de ceux qui vont à Berlin, etc., mais qui voient dans cette Europe qui est plus antisémite aujourd'hui que l'Arabie saoudite, un modèle idéologique. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est-à-dire que là, ce que je raconte, ce n'est pas seulement une histoire lointaine, ils sont bêtes, socialistes, donner à chacun selon ses besoins, prenez de chacun selon ses capacités. Je sais pas. Et la famille, entre 2 hommes, ça marche. Et entre 3 femmes, ça marche. Non, vous comprenez, c'est-à-dire quelqu'un va nous regarder dans 30 ans, mais ils sont bêtes, quoi. Mais ils savent pas, mais à tous les niveaux, tu ne peux pas dans la tradition. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a un axe sioniste qui demeure, et puis il y a toujours des choses qui se greffent, des idées stupides, qui remplissent leur rôle, qui se greffent dessus. L'anarchisme, le socialisme, le communisme, la commune par-ci, la démocratie. La démocratie, je ne dis pas que c'est une idée qui est anti-juive, non. La démocratie, dans la manière absolutiste, totalitaire dont elle nous est présentée et offerte aujourd'hui, ça c'est une avoda zara. Mais en tant que telle, dans la même mesure que dans le socialisme, il y a des idées qui sont d'origine absolument juive, et ce n'est pas pour rien que les premiers idéologues juifs, sionistes, socialistes comme Nachman Sirkin, ils le fondaient pas sur le marxisme, ils le fondaient sur les prophètes. Ils fondaient toute leur idéologie sur les prophètes juifs, etc. Dans la même mesure, vous pouvez voir, est-ce que le pouvoir juif a des éléments démocratiques? Regardez comment le roi David a été nommé. Regardez comment tous les représentants de toutes les tribus sont venus le chercher à Hébron, alors qu'il était déjà loin depuis des années. Il était Mashiach, par Shmuel. Et alors, Shum Davar.
Qu'est-ce qu'il attendait à Hébron? Il attendait d'être reconnu par toutes les autres tribus. Est-ce que c'est un élément démocratique? Bien sûr. Pouvoir du peuple, bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a un problème avec des idéologies qui sont étrangères à nous et qui sont absolutisées. Le pouvoir et la fonction des ouvriers, bien sûr qu'elle est importante. Mais n'en faites pas des Kohanim. Ne faites pas du parti un Beit Mikdash. Atkan. Ne faites pas du kibbutz un Beit Mikdash. C'est très important, mais ce n'est pas le Beit Mikdash. Même chose avec les idéaux libéraux. C'est très important, mais il faut qu'ils soient intégrés dans d'autres idéaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Tabenkins, ce qui est resté, Eretz Israël. Ce qui est resté, c'est Eretz Israël. Son dernier combat, c'était un combat pas pour la 5e internationale, ou je ne sais pas trop quoi. Son dernier combat, c'était pour Eretz Israël. Et pour Am Israël, et pour la Chaloutziut, qui sont des idéaux profondément messianiques et profondément juifs. Vous comprenez, ça c'est une chose très intéressante. Les spories, eh bien, elles se, comment dire, elles tombent, ça prend du temps, mais perspective historique, elles tombent d'elles-mêmes, finalement. Et c'est pour ça que là, il faut savoir bosser. Il y a des gens qui perdent la tête avec la démocratie libérale, avec les droits de l'homme, avec... ça va passer. Le socialisme, le communisme va passer. La démocratie libérale, outrancière, fondamentaliste, elle va passer. תודה ליצחק טבן. Je rappelle à tous